En ce mercredi 25 juin, on revient sur la disparition de la fillette de La Salle avec notre collègue Yannick Michaud. On parle des couples dans le milieu de l'éducation. On fait le point sur la maison des aînés à Valleyfield et on vous raconte l'histoire de 3 pompiers honorés pour leur bravoure. Ceci n'est pas une revue de presse en compagnie des journalistes Audrey Leduc-Brodeur et Valérie Lessard, un balado de Gravité Média. La disparition de la fillette de La Salle la semaine dernière a bouleversé le Québec. Aujourd'hui, nous recevons notre collègue Yannick Michaud, journaliste chez Gravité Média, qui a été aux premières loges de la couverture de cet événement qui nous marquera encore longtemps. Bienvenue, Yannick. Merci beaucoup. Merci. D'abord, on précise qu'on ne nommera pas la petite durant l'entrevue. La Sûreté du Québec, d'ailleurs, a demandé de ne plus partager sa photo ni son nom. Il y a aussi officiellement une ordonnance de non-publication. Peux-tu nous expliquer justement pourquoi là, on ne peut plus la nommer? Dès le lendemain, là, les policiers de la Sûreté du Québec ont demandé de ne plus identifier la fillette, mais aussi le vendredi, lors de la comparution de la mère, la Cour en a demandé à ce qu'on n'identifie plus la mère. Ça, c'est à la demande de la famille parce que si on peut identifier la mère, indirectement, on va identifier la petite fille. Et même si tout le monde connaît son nom parce qu'on l'a cherché pendant 3 jours complets et son nom était diffusé à la grandeur du Québec, tu l'as dit, parce qu'on la recherchait activement, eh bien là, on demande à ce que cette petite fille-là puisse retourner dans l'anonymat. Pour l'instant, elle a 3 ans et ça la dérange plus ou moins. Mais dans quelques années, quand les gens vont entendre son nom, vont dire « Hey, c'est toi la petite fille qui est disparue ». Donc, on veut pas ça. On veut que les gens oublient son nom graduellement. Et c'est en refusant de nommer son nom et celui de sa mère qu'on va y parvenir. Même à titre d'exemple, dans nos médias de gravité, on a enlevé toute référence à son nom et son image dans tous les textes qu'on avait diffusés tout au long de la recherche. Mais là, maintenant, c'est anonymisé. Effectivement, on avait même mis son nom dans les titres parce qu'on la recherchait. Oui. Puis on voulait que les gens la nomment, aient l'image d'elle en tête. On nommait la mère, effectivement. On a enlevé tout ça pour que, graduellement, là, elle puisse retourner dans l'anonymat et pouvoir là, sortir de tout ça. C'est quelque chose qu'on fait aussi généralement pour les autres disparitions. Dès qu'il est question d'un mineur, on a justement cette responsabilité morale de dire, parfait, on retire la tout ce personne qui a est été... retrouvée, maintenant, regarde, on passe à autre Exact. chose, puis c'est ça l'important, effectivement, oui. On va refaire, si tu veux bien, le fil des événements pour remettre en contexte le tout. Les premières infos qui sont sorties, c'était le dimanche soir, au moment où la Sûreté du Québec a rapporté la disparition d'une fillette de 3 ans à La Salle. Le lendemain matin, on apprend que la mère a demandé de l'aide dans un commerce à Coteau-du-Lac. Et toi, le lendemain matin, dans le fond, tu t'es rendu à Coteau-du-Lac. Tu peux nous raconter un peu... Bien, effectivement, c'est arrivé le dimanche, c'était la fête des pères, donc comme tous vrai. les pères, là, bon, on célébrait un peu ça à la maison, le souper. Et là, j'ai vu ça, puis à titre de journaliste, évidemment, on est toujours informé, puis on veut s'informer. Et là, ça arrive parfois que la Sûreté du Québec nous envoie des informations, dire il y a un enfant qui est disparu de tel endroit, mais pourrait se retrouver tel endroit. Mais pour l'instant, on ne parlait pas encore de Coteau-du-Lac, ni de Vaudreuil-Soulanges, ni de la Montérégie. Donc, j'ai laissé ça aller, puis j'ai dit des fois. Mais le lendemain, justement, je m'en venais travailler à Valleyfield. Puis là, j'ai vu le poste de commandement de la Sûreté du Québec à Coteau-du-Lac. Mais j'avais rendez-vous à Valleyfield. Donc, j'ai été sur place et j'ai tenté, en attendant cette personne-là, de rejoindre les gens de la Sûreté du Québec. Mais on m'a transféré parce que, bon, il y a les gens des communications à Boucherville qui ont dit « Ah, faudrait que tu appelles à Montréal parce que là, moi, je suis sur un cas à Sherbrooke. » À Montréal, on me dit, il y a des gens sur place, tu peux appeler un tel ou un tel. J'ai essayé de parler aux deux, j'ai laissé des messages. Ça faisait 4 personnes à qui je tentais de parler. J'ai dit, hey, je vais y aller. Fait que je suis retourné vers Coteau-du-Lac et là, c'est chez BEM, la boutique de souvenirs, qui est bien connue, là, où on vend des feux d'artifice sur l'autoroute 20, les gens qui connaissent Vaudreuil-Soulanges à Coteau-du-Lac. Donc, il y avait le poste de commandement de la Sûreté du Québec. Je débarque là et là, j'ai compris l'ampleur de la situation. C'est que la mère, la veille, était partie de l'arrondissement La Salle, la rue Newman, aux environ de 9h, 9h45. Et là, il y a une certaine plage de temps où on a perdu sa trace. Et là, jusqu'à peu près le mardi en fin de journée, mercredi matin, on ne savait pas, là, entre 9h45 et 3h, qu'est-ce qui s'était passé. Mais à 3h, on sait qu'elle est arrêtée dans ce commerce-là. Elle est débarquée de sa voiture, pieds nus, un peu confuse, les jambes lacérées, et a dit « J'ai perdu ma fille, je ne sais plus où elle est. » Les policiers sont arrivés.
Là, on a pris cette dame-là en charge. On a commencé à lui poser des questions. Et là, on est toujours le dimanche. Et le lundi, dans la journée, ça se poursuit. Mais là, les recherches, l'enquête se déroule du côté de Coteau-du-Lac. Et là, il y a énormément de policiers qui sont sur place. Il y a des VTT, il y a le maître chien, il y a un hélicoptère. Déjà, il y a les drones, il y a des gens à pied. On a demandé aussi des bénévoles de l'Association québécoise des bénévoles en recherche, qui étaient là sur place pour marcher, pour essayer de trouver une trace de la fillette. Mais là, ça, c'est à Coteau-du-Lac. Mais plus tard, on a su qu'elle aurait pu passer par Vaudreuil-Dorion, qu'elle aurait pu se rendre jusqu'en Ontario. Donc, on était là lundi matin, au moment où on a fait notre premier reportage chez Gravité Média, un reportage là, qu'on a diffusé sur TikTok, et un premier texte pour dire « On recherche une fillette, 3 ans, c'est grave. Si vous la voyez, ouvrez l'œil. » On demande aux gens de ne pas aller dans la forêt, de ne pas aller dans les ravins. Ça peut être dangereux pour vous. Ça peut brouiller des pistes, brouiller des traces. Donc, si vous vous promenez en voiture, ouvrez l'œil. Si vous marchez sur la rue, ouvrez l'œil. Si vous faites du vélo, ouvrez l'œil encore une fois. N'importe quel indice peut être important. Donc, appelez les policiers, ça va faire peut-être une différence. Il y a eu 2 éléments plus majeurs là, qui ont fait avancer les choses, ou en tout cas les discussions. D'abord, le chien de la fillette qui a été retrouvé mort en bordure de l'autoroute 30 à Vaudreuil-Dorion. Oui, effectivement. Puis par la suite, la mère qui a été accusée d'abandon d'enfant et qui a comparu une première fois durant la nuit. Ça venait quand même faire avancer l'histoire aussi. Bien, effectivement, et tout ça, ça s'est passé en quelques heures. Là, je vous racontais ce qui était le lundi matin, lundi après-midi. Je suis retourné à Valleyfield lundi après mon premier reportage, mais là, je suis retourné à Coteau-du-Lac. Donc, j'ai fait la navette entre les deux à quelques reprises. Et là, est-ce qu'il y a du nouveau? Bien là, oui, ça avance, mais pas au rythme où on voudrait parce que chaque minute est importante. Là, on a dit, on recherche un chien. C'est un chien chihuahua, brun roux, à poils longs. Déjà, si vous avez percevé, donnez-nous l'endroit où vous l'avez vu parce que ça pourrait donner un indice. Justement, en 9h45, 3h, le chemin qu'a emprunté la mère et sa fillette. Donc, moi, je retourne à la maison à la suite de ça. Et là, j'étais en train de souper et aux nouvelles, puis sur les informations, on dit qu'on a retrouvé le chien qui était malheureusement décédé à Vaudreuil-Dorion, à proximité de chez moi. Et en m'en allant à la maison, j'ai vu justement les policiers de la Sûreté du Québec, l'hélicoptère qui faisait du surplace. Et là, on semblait chercher dans une zone très précise. C'était une zone d'intérêt qui est devenue une zone là, vraiment prioritaire parce qu'on a retrouvé le chien à cet endroit-là. Plus tard, l'enquête racontera qu'on a vu courir le chien le dimanche après-midi sur la voie rapide, la 30, entre la 20 et la 40 à Vaudreuil-Dorion. Malheureusement, le chien a été frappé. Et là, on se dit, est-ce que la fillette est dans le coin où on a retrouvé le chien? Et là, les policiers qui fouillaient dans ce coin-là, moi, le mardi matin, quand je suis retourné travailler à Valleyfield, j'ai vu les policiers encore. C'était à l'aube, Puis les recherches se sont continuées jusqu'à tard en soirée. Très tôt le matin, ça reprenait. Mais malheureusement, il n'y a toujours pas de trace de la fillette. Donc, le mardi, là, il y a des gens qui commençaient à croire que le temps était trop long. Ça faisait déjà 2 jours parce que ça a duré 3 jours. Mais au bout de 2 journées, il faisait chaud, on s'en souvient. Il faisait soleil ardent. On se disait, écoute, si cette fille-là est laissée aux éléments, si elle est laissée à l'extérieur, sur le bord de l'autoroute, il y a des animaux, il y a les voitures, il y a le soleil, le manque d'eau. Donc, il y en a qui, sans le prononcer, avant peut-être qu'il était déjà trop tard pour la fillette. Il y a un pire scénario là, qui est envisagé. Effectivement. Et là vient la journée de mercredi. Il faut mettre nos auditeurs en contexte parce que c'est une journée qui est quand même assez particulière. Le hasard fait quand même bien les choses parfois. Toi, Yannick, tu allais en Ontario, à Ottawa plus précisément, avec notre collègue Mario Pitre. Donc, raconte-nous un peu justement cette journée-là puis comment elle a pu culminer après. Oui, effectivement. Ce qui est arrivé, là, la fillette, c'est arrivé le dimanche, le lundi, mardi. Et là, moi, je dis, ça arrive, c'est des événements d'actualité, mais depuis plusieurs semaines, on avait confirmé à notre député de Beauharnois, Claude de Bellefeuille, qui est député à Ottawa, c'était sa dernière semaine, puis elle avait invité les membres des médias de la région à aller la rencontrer sur place, voir ce que vit un député à Ottawa, faire une courte entrevue avec elle, un reportage vidéo. Et on avait dit oui il y a plusieurs semaines. Donc, la veille, moi, j'ai dit à Mario et Éric, notre autre collègue, « Hey, les gars, voulez-vous que je laisse faire puis je reste ici pour couvrir les événements entourant la disparition de la fillette? » Ils ont dit « Ben non, Yannick, vas-y, puis de toute manière, s'il se passe de quoi, mais tu sais, ça me surprendrait qu'il se passe de quoi. » On s'est dit ça, tu sais, en espérant qu'on la trouve le mardi en soirée. J'ai proposé ça aux gars le mardi après-midi.
Fait que finalement, il ne s'est rien passé, ni le mercredi matin. Donc, on part pour Ottawa. On est là, on fait la journée. Et un moment donné, vers 15 heures, on est à Ottawa, dans le bureau de Claude de Bellefeuille. La visite achève. On est à commencer l'entrevue avec Claude de Bellefeuille. Et là, il y a un de nos collègues journalistes qui dit « Hey, les gars, on l'a retrouvée vivante. » Hey, là, les frissons, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Là, je regarde mon téléphone, là, j'essaie de valider, de confirmer. Finalement, on voit que c'est vrai. Là, Éric, notre collègue qui est resté à Valleyfield et qui en avait lui aussi Lui, par-dessus il la faut mettre tête. les choses Il en avait une grosse contexte. journée, Oui, là. parce que lui, pendant ce temps-là, il assurait le phare Ouais. du côté de Valleyfield. Ouais. Il était un peu pris au palais de justice parce que la La mère mère devait comparaître, mais ça a pris du temps aussi. Puis nous, comme collègues, on essayait de lui donner un coup de À main distance. C'est ça. Fait que tout le monde travaillait un peu à tâtons, à distance, mais justement, la mère qui comparaissait, il y avait une information qui était sortie le mercredi matin au fait qu'on avait trouvé une fermière avec le mot « abondance ». Et là, ça a ouvert les yeux de plusieurs personnes. Et là, il y a des gens qui ont allumé. Puis justement, c'est à cet événement-là qu'on s'est demandé est-ce qu'on aurait dû lancer une alerte Amber plus tôt parce qu'il y aurait eu plus de gens qui étaient au courant. Déjà que c'était dans tous les médias, mais il y a des gens comme cette dame-là qui se dit « Moi, je regarde pas beaucoup les nouvelles, donc je savais pas à quel point on la cherchait. » Et je ne voulais pas déranger les policiers. Mais ce sont ses enfants à elle, cette dame-là, son fils, semble-t-il, qui aurait dit « Hey, maman, il faut que tu appelles parce qu'il paraît que tu l'as vu. » Ici, c'est à Saint-Albert, en Ontario. Elle l'aurait vu le dimanche aux environs de 14 heures. Donc, la dame a appelé... significatif, Oui, effectivement. là, La dame a appelé les policiers de la Sûreté du Québec. Son fils a appelé les policiers de l'OPP, la police provinciale de l'Ontario. Et là, se sont dit, hey, on va aller voir dans le coin de Saint-Albert. Et là, c'est là que ça a accéléré les choses très rapidement. Parce que à l'aide d'un drone, on survolait une certaine région le long de la 417 qui mène d'Ottawa à Montréal en passant par dans le coin d'Hawkesbury, tout ça. C'est Saint-Albert-Castleman. Et là, m'amener l'opérateur de drone, là, je vais un peu là, limiter, mais j'étais pas là. Mais imagine de le voir, là, il y a son drone, puis là, il fait... Il voit. Hey, check ça. Oui. Elle est là, puis elle bouge. Fait que là, lui, il a communiqué immédiatement avec ses collègues qui étaient sur le terrain, qui marchaient, puis on dit, hey, la petite fille est là. Ils ont été la récupérer, puis là, la petite fille aurait dit, j'attends maman. Ouais, c'est ça. Elle m'a dit de l'attendre. Ouais. Mais là, elle était en vie, elle parlait, elle semblait considérablement en bonne santé. Ouais. C'est là qu'on l'a trouvé. Là, moi, quand j'ai su, on était à Ottawa, moi et Mario. Là, j'ai dit, Mario, on passe par Saint-Albert. De toute manière, pour aller à Valleyfield, on a plusieurs options. J'ai dit, on va passer par Saint-Albert. Et là, on est arrivé sur place aux environs de 17h30. Évidemment, la fillette est déjà partie à l'hôpital pour enfants de l'Est ontarien. Mais on a pu voir les policiers qui continuaient à regarder autour là, du lieu où on l'avait trouvé sur la 417. 1h30 plus tard, il y avait le point de presse conjoint de la Sûreté du Québec et de la police provinciale de l'Ontario, qui ont donné des détails, mais pas beaucoup plus. Là, on aurait aimé ça savoir si la fillette... Mais eux ne savent pas plus. L'enquête se poursuit, évidemment. Et c'est ce qui va jouer aussi dans les accusations contre la mère, qui actuellement est accusée seulement, et c'est beaucoup, d'abandon d'enfant, ce qui a mis sa vie en danger. C'est une grave accusation, mais heureusement... Et ça, on est tous heureux. La fillette n'est pas décédée, donc il n'y aura pas d'accusation de meurtre. Mais est-ce qu'il y aura d'autres accusations? L'enquête se poursuit, ça va évoluer. Mais la mère, elle comparaissait à 14 heures et 1 heure plus tard, on retrouvait sa fille. Donc, son avocat a dit qu'elle était très soulagée, mais cette femme-là a énormément besoin d'aide. Elle est en détresse. Elle reste incarcérée jusque pour la suite des procédures. Elle reviendra en cours pour l'enquête sous caution les 3 et 4 juillet. Et là, on verra à ce moment-là son état d'esprit parce que là, elle était encore un peu dans tout ça, confuse. On se demande. Puis, tu sais, on a vu les vidéos TikTok d'avant la disparition de la fillette. Cette femme-là, on le voit, est en détresse. Il n'y a pas d'évaluation. Non, pas encore. demandé. Et on ne l'a pas demandé. On n'a pas demandé d'évaluation ni du côté de la couronne, ni de la défense. Donc, le procès qui devrait suivre son cours, mais l'enquête sous caution les 3 et 4 juillet. Et ça va être intéressant à suivre. Et encore une fois, je ne serai pas là. Je vais être en vacances, malheureusement. J'aurais aimé ça pouvoir être là. Mais mes collègues qui vont prendre la relève, un peu comme c'est le cas de mercredi dernier. Mais ça, on revient justement à mercredi. Nous, on se disait, c'est quoi les chances que vous soyez à Ottawa le jour où elle est retrouvée en Ontario, justement? Puis aussi, c'est que là, du moment qu'elle a été retrouvée,
Là, Éric était encore sur la fin du palais de justice à Valleyfield. Fait on a notre collègue aussi, Marie-Josée, qu'on salue, qui elle aussi travaille à Valleyfield, qui demeure dans ce secteur-là. Donc, on se disait, mais est-ce que tu peux aller à Coteau-du-Lac pour voir le point de presse? Là, finalement, le point de presse était terminé, c'était tellement rapide. Ben, là, la SQ a juste dit oui, on confirme, on l'a retrouvé, les vivantes conscientes. Fait il y a tout ça qui était... moi, je connais pas tant la géographie de l'Ontario, mais j'étais comme... Ottawa, Saint-Albert. Oui, bien, c'est dans ça, le même exactement. secteur? Et le matin même, anecdotiquement, moi et Mario, on prend l'autoroute 20 pour entrer en Ontario. Puis là, on s'est dit à Cornwall, on va bifurquer pour aller vers Ottawa. Mais Mario s'est trompé, puis là, il s'enlignait pour aller prendre la 417 un peu plus haut. On aurait passé par Saint-Albert s'il avait continué. On l'aurait peut-être vu. Parce que moi, je vérifiais là, depuis le lundi matin, là, quand je roulais en voiture, là, je regardais presque plus en avant. J'étais un danger public. Et je regardais là, de chaque côté. Et il y avait énormément de gens comme ça qui voulaient aider en informant les gens. C'est ce qu'on veut faire, c'est aider. Puis les gens qui ont ouvert l'œil, puis les policiers qui ont tenu à remercier les gens qui ont ouvert l'œil, qui ont fourni des informations, dont les cruciales en toute dernière minute. Mais moi, ce que je veux faire personnellement, c'est de remercier ces policiers-là. Je les ai vus sur le terrain. Il faisait chaud en uniforme, puis avec toutes les tics, là, ils étaient équipés, ils étaient habillés chaudement pour rechercher une fillette, mais ils l'ont fait avec cœur. Et eux, imaginez comment nous, on était émotifs, comment eux étaient émotifs, ceux qui l'ont retrouvé. Celui qui l'a pris dans ses bras, j'imagine la scène, j'étais pas là, mais puis là, on les voyait, les policiers qui se tapaient dans les mains des high-fives, puis des accolades entre policiers virils, tout ça, de faire des accolades comme ça quand tu trouves une fillette de 3 ans, ça veut tout dire. Et moi, personnellement, comment je l'ai vécu, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me l'ont demandé et ont dit, comment tu as vécu ça, tu sais, t'es père de 3 enfants, t'es un gars émotif. Là, j'en parle, puis on dirait que ça vient aussi l'émotion, mais sur le coup, pendant que ça arrivait, il a fallu que je décroche puis que je dise, faut pas que je pense trop. Je vais y aller, tu sais, journalistiquement, prendre mon ton de journaliste, puis sérieux, puis juste les faits. Parce que si j'embarque dans les émotions, c'est sûr, je vais craquer, je serai pas capable de le faire. J'ai réussi à le faire, mais le mercredi soir, quand je suis arrivé à la maison, enfin, après une longue journée à Ottawa, à Saint-Albert, puis de retour de Valleyfield à Vaudreuil-Dorion, ça a été une journée très longue. Et ça, dans l'équipe, on se l'est dit, on ne dira plus jamais « Ah, ça va être une petite journée tranquille » parce que ça n'a pas été une journée tranquille du tout. Là, on dirait que ça a comme cassé chez moi. Là, j'ai fait « Ouf, ils l'ont retrouvé ». Et puis là, ça a été un sentiment, un soulagement, même si on ne peut plus la nommer. Moi, son nom est là pour la vie. Ouais. Et ça a été un des gros événements marquants dans ma carrière journalistique. J'ai couvert un événement comme ça qui arrive, puis que c'est l'instantané. C'est que ça marque la communauté. Ça marque la communauté. Tu l'as dit tantôt, tu étais soulagé, mais c'était littéralement un soulagement collectif. Là, je pense que tout le monde, même si on n'était pas physiquement... Parce qu'il y a d'autres disparitions d'enfants là, qui arrivent, puis bon, on les voit, des adolescents et tout ça. Mais là, 3 ans, les circonstances, tu sais, une mère que tu imagines déposer sa fillette le long de l'autoroute, puis repartir... Il y a un élément dont on a beaucoup parlé pendant les recherches de la jeune fille, c'est pourquoi il n'y a pas eu d'alerte Amber. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les policiers ont pris cette décision-là? En fait, dès le lundi matin, quand je suis retourné au poste de commandement de la SQ, il y avait les agents d'information de la Sûreté du Québec qui ont dit on n'a pas fait l'alerte Amber parce qu'on ne rencontrait pas tous les critères. En fait, c'était pas un enlèvement d'enfant. Elle était avec sa mère. Mais ça reste que la fillette est disparue. Moi, dans ma tête, je pense, puis je juge personne, puis je pense que je ne sais pas si on a pris la bonne décision ce jour, puis il n'y aura jamais consensus là-dessus. Mais il y a des gens qui disent qu'il aurait pu la faire quand même parce que les critères vont être à revoir. Parce que si on avait eu plus d'informations, plus de gens qui l'avaient reçu sur leur cellulaire, peut-être que ça aurait alerté justement cette fermière-là qui aurait dit « Hey, oui, moi, je l'ai vu hier, la mère, à 14 h. Tu sais, ça a arrêté le lundi, je l'ai vu. » Donc, on aurait été plus rapidement dans ce secteur-là. Parce qu'on avait l'identification du véhicule. Effectivement, on avait le véhicule, on avait le fait que c'était un enfant qui était disparu, mais c'était pas un enlèvement. Ouais, donc, c'est le critère, c'était pas un enlèvement. Mais c'est sûr que je me dis, tu sais, dans le cas des deux fillettes qui, malheureusement, ont perdu la vie à Lévis il y a de ça quelques années, c'était le père aussi, mais on avait lancé l'alerte Amber, mais une fois de plus, trop tardivement. Et ça a été une erreur catastrophique. Il y a la mère de famille, justement, des 2 petites Carpentiers qui l'a dit récemment, en fin de semaine, disait
on aurait dû lancer l'alerte Amber. Est-ce qu'on va revoir les critères? J'espère que oui. Et en terminant, il y a énormément d'informations qui ont circulé sur cette histoire-là, sur les réseaux sociaux. Entre autres, l'implication citoyenne dans le partage d'informations a été immense et a pu faire aussi une différence. Certainement que ça a pu contribuer, mais on se questionne quand même jusqu'où est la limite. Moi, à un moment donné, j'ai vu des liens sur les réseaux sociaux se faire entre le féminicide qui a eu lieu cette semaine-là à Pointe-des-Cascades parce que les policiers avaient été appelés, ils avaient retrouvé un corps. Pointe-des-Cascades, c'est quand même assez près de Vaudreuil-Dorion, c'est dans ce secteur-là. C'est dans ce genre d'événements-là où on voit aussi l'importance de se fier à des sources crédibles, aux médias qui sont sur le terrain. Effectivement, il y a des gens énormément. Moi, je l'ai vécu, là, puis tu sais, on n'est pas dans un média national. Là, on l'a vécu à notre hauteur dans un média régional, mais qui était directement impliqué. Et là, les gens, par Messenger, qui m'écrivaient à moi pour dire « Hey, Yannick, est-ce que c'est vrai cette nouvelle-là? » Pointe-des-Cascades. C'est rassurant. Oui, au moins, il y en a qui l'ont fait, mais il y en a qui ont fait les rapprochements trop rapides, comme tu l'as dit. Mais les gens ont dit « Est-ce que c'est vrai, Pointe-des-Cascades? » J'ai dit « Non, je n'ai pas la confirmation. Je vais vérifier, mais je vous reviens. Puis tant que ça ne sera pas sur un média crédible, comme nos journaux que vous lisez, le Journal de Montréal, la presse, Radio-Canada, effectivement, que nous, on va avoir parlé aux policiers puis qu'on va le retransmettre. Moi, je me fie pas là, aux spotted. Là. Puis les spotted, il y en a eu énormément. Il y a aussi le fait que, bon, à un moment donné, la petite fille a été retrouvée dans un container dans le coin de Laval. Décédé, puis ouais, c'est ça. Puis là... Ça circulait? Oui, ça a circulé. C'est pas correct de faire ça, de transmettre de fausses informations. Et il y a des gens qui m'ont relayé ça en disant « Hey, Yannick, ils l'ont trouvée morte dans un container. » Non, attends, les policiers nous ont pas dit ça. Et si je vérifie, j'ai pas encore la confirmation des policiers. Donc, on ne se fie pas à ça. Donc, il faut faire la part des choses dans ces moments-là. Fiez-vous à des informations crédibles, des journalistes qui vérifient leurs informations, des journaux, des médias, des télévisions, des radios crédibles. Et comme ça va éviter qu'il y ait des choses qui se disent. Des dérapages. Des dérapages, effectivement. À un moment donné, les policiers ont demandé à la MRC de cesser les récoltes des bacs, les ordures, des ordures, du compost, du recyclage, parce qu'ils ont dit, si on a vérifié, on veut pas que des preuves aient été détruites. Mais là, à partir de ce moment-là, il y a des gens qui ont dit « Hey, ils l'ont retrouvé dans un bac de recyclage sur telle rue, dans telle ville. » Non, ce n'est pas vrai. Les policiers agissent comme ça souvent. Là, on l'a vu parce on le vivait. Mais ça arrive des fois, bon, dans certaines municipalités, on recherche quelque chose. Ne jetez pas vos ordures, ne videz pas les bacs, mais ça ne veut pas dire qu'on l'a retrouvé dans un bac. Les gens, des fois, font des amalgames trop rapides et c'est malheureux. Ça amène des gens à supposer une foule de choses qui ne sont pas vraies. C'est pour ça qu'on te remercie, Yannick, pour ton travail. Ça a été un plaisir, mais on le fait en vérifié. équipe. Tout à fait. Ça a été une semaine très intense la semaine dernière. Mais... Avec un dénouement heureux. Oui, heureusement, oui, effectivement. Merci beaucoup. Merci, les filles. On prend une petite pause et on revient avec nos nouvelles à rafale. Un homme de 44 ans aurait braqué une arme à feu vers un autre conducteur sur l'autoroute 30 à la hauteur de Saint-Constant le 16 juin. Le suspect, Donald Labelle, a été arrêté par la police et il fait face à des accusations de conduite dangereuse et d'avoir utilisé une fausse arme à feu lors d'une infraction. L'incident se serait passé en plein après-midi vers 14 h, alors que les deux conducteurs roulaient sur l'autoroute 30 en direction ouest, près de l'autoroute 730. La victime a contacté la police tout de suite après avoir été témoin du geste. Donald Labelle a été arrêté à son domicile le lendemain à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les policiers ont trouvé une arme à air comprimée chez lui. L'homme n'en est pas à ses premiers démêlés avec la justice. En 2013, il a plaidé coupable à une accusation de leurre informatique et d'incitation d'une personne mineure à avoir des contacts sexuels. L'ensemble du réseau scolaire québécois devra composer avec des compressions totalisant 570 millions de dollars en 2025 et 2026, selon les nouvelles règles budgétaires du ministère de l'Éducation. Les centres de services scolaires de la région n'y échapperont pas. Le centre de services scolaires des Grandes Seigneuries devra absorber une coupe de 16 millions de dollars sur un budget de 470 millions de dollars, ce qui entraînera un ralentissement du rythme d'embauche et des ajustements dans plusieurs postes budgétaires. Plus de 80 % du budget est consacré à la masse salariale, donc la marge de manœuvre est assez mince. Mais l'administration s'engage à protéger les services aux élèves autant que possible, même si toutes les options sont sur la table, a fait savoir le Centre de services scolaires à notre collègue Ali Dosti. La situation est semblable ailleurs, alors que le Centre de services scolaires Marie-Victorin devra trouver plus de 20 millions de dollars pour équilibrer son budget, en plus de couper près de 18 millions de dollars dans ses effectifs. De leur côté, les centres de la Vallée des Tisserands et des Patriotes évaluent encore les répercussions exactes, mais ils s'attendent à devoir réorganiser leurs services aussi.
3 pompiers du service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil ont été honorés par la ville de Boucherville pour leur intervention héroïque lors d'un violent incendie survenu dans la nuit du 10 mai 2024. Quand ils sont arrivés sur les lieux de l'incendie, sur la rue de la Perrière-Sud, le fils du résident les a avertis que son père était coincé au sous-sol. Rapidement, les pompiers Pascal Lefebvre, Mathieu Ouellette-Moras et Maxime Pouliot se sont élancés dans une opération de sauvetage à travers les flammes, une fumée épaisse et un escalier très étroit. L'homme était en arrêt cardio-respiratoire, mais il a pu être sauvé juste à temps. Il a passé plusieurs jours dans un coma artificiel, en plus de 3 mois à l'hôpital, mais heureusement, aujourd'hui, il est rétabli. Les 3 pompiers ont reçu le prix Coup de chapeau de la ville de Boucherville. La ville de Brossard a pressé Ottawa de mettre rapidement en place un registre des agents d'influence étrangers qui est prévu par la loi contre l'ingérence étrangère adoptée en juin 2024, mais qui est toujours inactif à l'heure actuelle. C'est une demande qui survient dans un contexte tendu alors que la GRC poursuit son enquête sur des présumés postes de police chinois, notamment le Centre Sino-Québec de la Rive-Sud et le Service à la famille chinoise du Grand Montréal, qui sont, on le rappelle, tous deux liés à la conseillère municipale de Brossard, Xi Shili. Il faut préciser que ces organismes-là ne sont pas accusés. Ils contestent d'ailleurs les allégations devant les tribunaux et le directeur général des élections du Québec a fermé 2 dossiers concernant la conseillère Chichili et les élections de 2021. Le conseil municipal de Brossard a adopté la résolution à la majorité, alors que Mme Lee s'est abstenue pour des raisons de transparence, bien qu'elle ait exprimé son inquiétude face à une potentielle stigmatisation des communautés ethniques, tandis que le conseiller Claudio Benedetti a voté contre, car il craint que la ville s'ingère dans le processus politique et dans l'enquête en cours. Après quelques reports et retards, on a appris que la Maison des aînés de Salaberry de Valleyfield devrait maintenant ouvrir ses portes en septembre prochain. Un courriel en ce sens a été envoyé aux résidents du voisinage pour les informer. Rappelons que les travaux de la Maison des aînés sont terminés depuis cet hiver, mais que l'ouverture était retardée en raison d'une pénurie de personnel. Aussi, on a appris que depuis le 20 juin, des jeunes filles hébergées actuellement à l'unité La Rose des Vents sont relocalisées temporairement dans une des maisonnées de la Maison des aînés. Ces jeunes filles, hébergées en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, requièrent un hébergement de courte durée et font partie d'un programme d'accompagnement ouvert qui leur permet de circuler librement, sans supervision, à l'extérieur de leur milieu de vie temporaire. Le Club des petits déjeuners de l'École Saint-Jean-Baptiste à Châteauguay recherche un responsable, alors que le bénévole Michel Millard laissera son poste à la fin de l'année scolaire après 7 années de dévouement. Son départ met le club en péril, comme M. Millard l'explique dans un reportage de la journaliste Marie-Josée Bétourné, à regarder sur les réseaux sociaux de Ma Vie, Ma Région. À surveiller cette semaine, alors qu'on se remet de la Fête nationale du Québec, peut-être que certains prévoient déjà les festivités de la Fête du Canada. Eh bien, sur la Rive-Sud, ça se passe entre autres à Longueuil et à Châteauguay le 1er juillet.